Corbett, professeur de FSAU Laval. Les présidents de la Société de l'assurance auto. Harold Arsenault, DTI de l'Université Laval. Est-ce que je peux essayer le projecteur? Non. Je vous remercie. Merci. Lorsqu'on parle de système et d'information, on entend souvent parler des mots performance, rapidité, sécurité de l'information. Même si tous ces aspects-là sont très importants, aujourd'hui, le cœur de la présentation aura une valeur importante pour votre organisme, soit l'humain. Plus précisément, la technologie au service de l'humain. Nous sommes ERQ, Société en gestion et en conseil pour tout ce qui est de technologie et de l'information. Notre équipe est composée de Jean-François Poirier, Simon Durocher, ainsi que moi-même, Jordan Lanier. Nous avons été mandatés aujourd'hui par la Société de l'assurance automobile, plus précisément le comité de direction, afin de répondre au mandat suivant, soit de mettre de l'avant les avantages de l'intelligence d'affaires au sein de votre organisme et de continuer l'amélioration de la sécurité routière. Comment on va s'y prendre? Tout d'abord, un petit plan de la présentation, on va faire une analyse de l'environnement, les forces et les défis de votre organisme présentement, l'analyse des solutions possibles, la recommandation qu'on va faire, comment on va s'y prendre pour faire l'intégration de cette recommandation. Nous allons poursuivre par les coûts et l'échéancier pour finalement terminer avec le facteur de risque et de succès. Donc, pour nous assurer que nous avons bien compris la mise en situation, faisons un petit rappel du cheminement des événements. Donc, votre société, en fait, dessert vraiment tout le Québec avec ses 146 établissements, points de service, comme indiqué sur le PowerPoint. Vous êtes vraiment un assureur public des dommages corporels. Vous vous occupez de tout ce qui est immatriculation, permis de conduire. Puis, vous avez pour mission principale de vraiment assurer que la sécurité, que les personnes, les risques des personnes soient minimisés vis-à-vis l'usage de la route. Donc, suite au cheminement, je vais faire une petite analyse de l'environnement, des forces internes et externes. Tout d'abord, au niveau des forces de la SAAQ, la culture d'innovation qui est très présente. Évidemment, on cherche tout le temps à trouver des nouvelles technologies au service de votre organisme pour justement améliorer le bilan routier, la sécurité routière. C'est très important cette culture-là, justement, quand on veut faire des changements dans une organisation. Évidemment, avec cette culture-là, ça vient l'amélioration constante des projets et des technologies qui sont à votre service. Des objectifs également ambitieux. On ne reste pas sur les mêmes objectifs. On cherche tout le temps à améliorer le bilan de la sécurité routière. Mais on cherche toujours à aller plus loin. C'est très important, ça, justement, d'avoir des objectifs très ambitieux. Et l'engagement de la direction, qui veut également du changement. C'est très important d'avoir un engagement de la direction fort pour mener des projets à bien dans le futur qui seront importants, qui vont créer un gros changement dans l'organisation. Au niveau des opportunités maintenant, on parle du nouveau système d'information du PGI qui est en installation à la SAAQ. Et également, ça va apporter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses pour vous. Également, les nouvelles technologies qui sont mises à disposition en 2015 et dans le futur, les nouvelles technologies qui sont en émergence. Par exemple, le Big Data, les données massives en français qu'on parle, l'intelligence d'affaires ou le BI qu'on dit en anglais. Donc, c'est des technologies qui vont vous aider dans le futur à progresser. Maintenant, au niveau des défis, c'est là qu'on trouve plusieurs défis intéressants pour la SAAQ. Bien évidemment, la diminution des décès qui est primordiale pour votre organisation. C'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie des visions fondamentales de la SAAQ, la réduction des accidents et tout ce qui est relié aux automobiles. La collecte des données, évidemment, dans la problématique, nous avons vu qu'il y a beaucoup de centres de services, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de façons d'accéder aux services, donc il y a beaucoup de données différentes qui sont placées à différents endroits. Donc c'est très important, ça aussi, c'est un défi très important. La consolidation des données, qui va évidemment avec la collecte des données, c'est relié ensemble. On parle justement d'intégrer ces données-là ensemble, de pouvoir les analyser, pouvoir créer de la valeur avec ces données-là. Et puis, l'intelligence d'affaires, évidemment, c'est une opportunité, mais c'est également un défi, parce que c'est quelque chose de nouveau, des technologies qui ne sont pas nécessairement connues encore, qui demandent une certaine expertise. Donc, c'est un défi pour la SAQ. Maintenant, au niveau des menaces, on parle principalement du mode de financement. Évidemment, en étant un organisme public, on parle de financement qui peut changer selon les politiques gouvernementales en place, selon les changements de gouvernement également, qui peuvent influer sur justement les revenus que la SAQ peut avoir.
Et également l'évolution des technologies et le respect des lois, qui vont aussi ensemble. L'évolution des technologies, évidemment, ça évolue très vite. On parle justement de l'émergence du BI, des données massives, et le respect des lois. La SAAQ est soutenue par plusieurs lois. Par exemple, les lois sur la vie privée. Donc, c'est des enjeux qui sont importants, mais aussi qui peuvent limiter certaines actions qui sont possibles de faire. Alors, on va faire un petit résumé. Qu'est-ce que l'intelligence d'affaires? Tout d'abord, on fait un petit graphique pour expliquer comment on fait justement le BI. Donc, en première étape, il y a la collection des données. Préalablement, il faut avoir évaluer les besoins, par exemple de la SAAQ, et également les sources de données qui sont fiables, qui sont des informations pertinentes. Donc, c'est très important à ce niveau-là, au départ, d'avoir des informations fiables. Après ça, on fait la transformation des données en deuxième étape, soit la modification et les indicateurs de performance. Ici, c'est dans cette étape-là qu'on extrait les données, qu'on les transforme pour créer justement des indicateurs de performance qui sont en lien avec les besoins de la SAAQ. Puis finalement, la présentation des données, que ce soit par divers moyens, par divers outils technologiques. On parle principalement des tableaux de bord et des cartes, des cartes graphiques dans le fond, pour présenter les données de différentes manières. Donc, suite à l'explication de qu'est-ce que l'intelligence d'affaires, donc pourquoi est-ce que la SAAQ vous devriez vous doter d'un système d'intelligence d'affaires? Principalement parce qu'on veut passer des données réactives aux données proactives. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut avoir accès aux données des usagers de la route avant même que soit un accident ou qu'un incident se produise. Donc, de cette façon, on va non seulement protéger les vies, mais à la source, à la place d'aller directement suite à l'incident. Donc, de cette façon-là, ça va aider à la prise de décision également par les gestionnaires, voire par la suite, pourra-t-on instaurer un système quelconque pour faire suite à l'analyse. Ça peut être personnalisé selon le type d'usager, voire tout dépendant les résultats qui vont être collectés et pouvoir personnaliser selon les tranches d'âge. Et c'est plus précis aussi en termes de prise de décision. Donc, en tant que tel, si on y va après sur les événements, les données ne sont pas nécessairement aussi précises qu'un système qui va nous les donner directement par les tableaux de bord et par l'acquisition des données. Donc maintenant, au niveau des solutions possibles, nous avons plusieurs solutions à vous offrir. Tout d'abord, au niveau justement de la collecte d'informations, il y a le permis de conduire sur téléphone mobile. Donc les avantages de cette solution-là, tout d'abord, le service serait accessible tout le temps en ligne sur un téléphone. Et puis la communication serait facilitée du fait qu'on souvent on traîne les téléphones sur nous. On peut accéder justement à des informations sur le cellulaire, communiquer avec par exemple les différents services de la SAAQ en ligne. Mais par exemple, un des désagréments de cette solution, eh bien évidemment, c'est le risque lié au mobile. On parle des risques, ça peut être très minime, que tout le monde vit à chaque jour, que ce soit le téléphone qui tombe à terre, qui tombe en panne, plus de batterie. Donc c'est des choses qui font que une solution sur permis de conduire sur téléphone peut être moins accessible comparativement à une solution, une carte comme il existe en ce moment. Mais également au niveau de l'image véhiculée. Ça, c'est très important aussi. En ce moment, la SAAQ fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour empêcher l'utilisation du téléphone sur la route, pour limiter justement les accidents. Et là, avec cette solution-là, on encouragerait le monde à plus utiliser le téléphone de différentes manières. Donc, ça peut montrer une image contradictoire pour la SAAQ. L'autre solution proposée, c'est l'augmentation du nombre de radars ou de radars photo. Ici, ce qu'on parle, c'est la collecte de données passives. Par exemple, on peut analyser la vitesse des utilisateurs selon les plaques, selon justement le type de conduite, parce qu'en ce moment, il y a déjà des radars sur certaines routes au Québec. Il y en a évidemment dans différentes régions. Un des problèmes de cette solution-là, c'est que c'est non personnalisable. C'est des données massives, évidemment, mais on n'est pas capable de personnaliser chacun des individus de la voiture, comme on pourrait aussi bien le faire avec d'autres systèmes. Et les coûts, évidemment, les coûts élevés, du fait qu'en ce moment, il y a quelques radars sur le territoire, mais il n'y en a pas beaucoup dans toutes les régions. Donc, on ne peut pas cibler, malheureusement, tous les Québécois avec cette solution. Maintenant, une autre solution, une sorte de boîte noire sur les véhicules. Ici, on parle justement d'une pièce qu'on installerait sur les véhicules qui permettrait la collecte de données sur chacun des véhicules individuellement. Donc, cette solution-là permet d'apporter une personnalisation aux données, justement, parce qu'on associe chacun des véhicules avec des données collectées. Et en plus, permet d'abreuver en quelque sorte le système d'intelligence d'affaires qu'on a parlé au début, qui permet justement de transformer des données en informations qui ont une valeur importante, une nouvelle valeur pour la SAAQ. Un des points plus faibles, par exemple, c'est la réticence au changement. Évidemment,
principalement au niveau des utilisateurs de la route qui auraient ce système-là. On peut comprendre qu'ils ne voudraient pas nécessairement avoir dès le départ ce système-là qui prend des données sur leur type de conduite. Et les coûts de projet, évidemment, ici on parle principalement de l'architecture, de la boîte noire à parler en proprement dit, mais de l'architecture, on parle des bases de données qui sont reliées à ça, les analyses d'affaires, donc il y a beaucoup de coûts engrangés avec ça. Et puis, finalement, le statu quo, eh bien, ça c'est la solution qu'on ne change rien, on reste comme ce qui se passe en ce moment. Évidemment, il n'y a aucun coût, il n'y a aucun changement, c'est très facile à faire, c'est une solution très simple, mais ça ne répond pas aux défis de la SAAQ qui veut, à plus long terme, moyen et court terme, diminuer le nombre d'accidents et augmenter la sécurité sur les routes du Québec. Donc, nous avons utilisé plusieurs critères de sélection afin de déterminer quelle solution serait la plus adéquate pour votre organisme. Donc, en tant que tel, on a tout d'abord évalué les coûts. Donc, naturellement, lorsqu'on parle d'un projet, les coûts tombent toujours en jeu, je veux pas. Par la suite, la participation de l'usager. Donc, comme on a mentionné plus tôt, avec des nouveaux usagers, tout dépendant du type de système, la réticence peut être là. Puis ça peut créer des conflits ou si le monde ne veut juste pas adhérer à ce type de méthode de collecte de données-là, au bout du compte, le projet ne servira à rien. Et finalement, la pertinence des données. Donc, plus les données vont être précises, plus ça va être facile de faire une évaluation de celle-ci, puis d'avoir des données précises à long terme sur les habitudes de chacun des usagers. Donc, avec le petit code de couleur qu'on nous a fait juste en bas, donc, qu'est-ce qui répond le plus aux besoins? Donc, on va vraiment avec le vert et du moins le rouge, naturellement. Donc, au niveau permis sur téléphone mobile, donc en tant que tel, on a mis un jaune un peu partout. Pourquoi? Au niveau des coûts, c'est le développement d'une application, mais qui ne nécessite pas nécessairement des énormes infrastructures et des énormes installations sur chacun des véhicules. Donc, participation de l'usager. Donc, pourquoi qu'on a mis ça en jaune? Parce que c'est pas encore, même aujourd'hui en 2015, tout le monde qui a accès à un téléphone cellulaire, puis ou qui a accès à de l'Internet mobile en tout temps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en tant que tel, ce serait assez complexe pour votre organisme de demander, d'exiger à tous vos usagers d'avoir de l'Internet sur leur mobile. Puis, comme on a mentionné plus tôt, au niveau de la pertinence des données, c'est sûr qu'en ayant accès sur le mobile, comment on peut s'assurer que ce soit quelqu'un qui l'aille ou qui ne l'aille pas fermé lorsqu'il utilise son véhicule. Par la suite, l'augmentation des radars sur la route. C'est sûr qu'au niveau des coûts, ça va être d'installation de nombreux radars et d'un système, d'une infrastructure permettant de soutenir ceux-ci, de la collecte de données pour chaque véhicule qui passe à ces endroits-là. Mais encore là, ça va être une évaluation de marché, savoir exactement où qu'on devrait placer ces radars-là, sauf parmi ceux qui sont présentement instaurés. Par la suite, participation de l'usager, c'est sûr qu'on l'a mis en vert parce que naturellement, un usager ne va pas arrêter d'utiliser une route à cause qu'il y a un radar installé dessus. Le radar ne servira pas nécessairement à donner entre parenthèses, une machine à tickets, mais plus à avoir une collecte de données passive vous permettant d'évaluer l'utilisation de cette route. Et finalement, au niveau de la pertinence des données, comme on a dit, on ne peut pas faire de profilage, on ne peut pas utiliser ces données-là selon qui conduit ou quel type de participant. Donc, c'est pour ça qu'on est en jaune. Par la suite, la boîte noire sur véhicule, qui est notre choix en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la participation, on va vous décrire plus précisément comment, avec l'intégration, on va faire pour rendre un taux de participation le plus optimal possible. Puis, en même temps, la pertinence des données va être en vert. Pourquoi qu'on l'a mis en vert? Pourquoi on l'a mis très positif au niveau de la pertinence des données? Parce que ça va pouvoir être personnalisé selon chaque type d'utilisateur qui utilise leur véhicule. Donc, en tant que tel, si un jeune se déclare comme titulaire principal d'un véhicule, va à la SAC, se fait instaurer sur ce véhicule-là, en tant que tel, on va pouvoir attitrer principalement cet utilisateur à ce véhicule, puis la collecte de données va se faire directement sur la boîte de ce véhicule. À peu près, on parle de boîte noire, on parle d'un système très similaire à Justo, mais plus dédié sur vos besoins à votre organisme. Comment on va s'y prendre? Tout d'abord, au niveau de la recommandation, c'est sûr, comme je viens de le mentionner, c'est naturellement la boîte noire. Pourquoi? C'est sûr qu'il y a des défis qui vont être au niveau de cette recommandation-là. Donc, la réticence du projet par les usagers. Naturellement, de demander du jour au lendemain à du monde, hey, on va mettre une boîte sur votre véhicule. C'est pas donné à tout le monde de dire, ah, OK, vas-y, rentre dans mon véhicule, puis prends mes données. On remarque avec le succès d'Ajusto présentement, qui n'est pas nécessairement au maximum de sa capacité, c'est sûr que c'est une réticence qu'il va avoir pour la même chose si la SAAQ exige à ses utilisateurs de mettre ce boîte-là à l'intérieur. Par la suite, le coût d'implantation, naturellement, il faut installer la boîte, il faut installer l'ensemble de l'architecture. Donc, au niveau d'intégration, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte et la portée du projet. Donc, est-ce qu'on commence par les 5 millions d'usagers présentement sur la route ou on y va petit secteur par petit secteur? C'est dans les prochains instants que je vais vous faire la description pour naturellement avoir un modèle d'affaires pour la promotion et la sensibilisation. C'est toujours en suivant ce besoin-là qu'on a pu choisir cette recommandation. Donc, comment on va s'y prendre? Ça va être tout d'abord un projet pilote qui va viser les 16 à 24 ans. Comment on va s'y prendre?
quelqu'un va faire sa première acquisition de véhicule, va aller à la SAC, va aller chercher son permis probatoire. On va tout de suite y aller, on va dire ça va être obligatoire à la base d'instaurer la machine dans votre nouveau véhicule. C'est sûr que là, quelqu'un va dire ouais, mais on va pouvoir utiliser, il va utiliser l'auto de ses parents ou quoi que ce soit. Du moment qu'un nouveau usager de la route va demander son véhicule sur la route, on va instaurer la machine à l'intérieur pour pouvoir prendre la collecte de données. Qu'est-ce qu'on veut dire par prendre la collecte de données? On va à long terme assurer de donner des primes ou selon l'utilisation, mais à la base, c'est surtout simplement pour collecter la donnée pour ce type d'usager. Donc, comment on va faire ça? Bien, on va utiliser plus les usagers qui sont principalement plus à risque. Sont les statistiques, pour 10% des usagers de la route, c'est eux qui causent 21% des accidents. Donc, c'est principalement eux. Puis, puisque ce sont des nouveaux utilisateurs, ça ne changera pas leur habitude de conduite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que tel, on ne va pas chercher des usagers qui ont principalement un véhicule qu'ils utilisent à tous les jours, mais ceux qui vont avoir les nouveaux usagers. Donc, en tant que tel, ils vont s'habituer avec la nouvelle technologie et pas comme un ancien usager qui arrive et on lui dit « Hey, il faut instaurer un nouveau système dans ton véhicule » du jour au lendemain. Donc, les avantages, bien, ça segmente la population. Diminution des coûts d'implantation, c'est sûr qu'on ne commence pas par 5 millions de véhicules, mais on commence par principalement les étudiants, pas les étudiants, excusez-moi, par les jeunes de 16 à 24 ans. Principalement aux études, mais justement, en segmentation pour ces gens-là, en tant que tel, on va aller vraiment diminuer le coût et c'est une portée qui est ajustable à long terme, donc on va pouvoir voir qui va vouloir désirer avoir ce système. Donc, l'intégration, tout d'abord, c'est sûr que naturellement, ça va être de faire implanter ça comme étant une loi pour les nouveaux usagers. Donc, ça, on a élaboré vraiment au niveau du temps une bonne proportion, donc en tant que tel, pas loin d'1 an, pour simplement faire le code des lois. Qu'est-ce qu'on veut dire par code de loi? C'est sûr, ça va être à faire approuver la loi pour que les nouveaux usagers vont faire. C'est un bon budget qui est alloué à ça, on s'entend que faire implanter une loi, ça implique des coûts. Donc, ça va être important tout d'abord faire réglementer ça pour ensuite faire un plan de communication. Donc, du jour, veut pas, il faut falloir communiquer avec l'ensemble de la population et même votre équipe à l'interne qu'il y a un nouveau système qui va arriver en place une fois que le projet de loi va être arrivé. Puis, ça va être de décrire finalement l'intégralité de ce qu'on vient un peu de vous présenter. Donc, techniquement, qu'il y a un nouveau système qui va arriver pour les nouveaux usagers dans le but de favoriser la sécurité puis de pouvoir collecter les données à la base. Par la suite, planification d'architecture. Qu'est-ce qu'on va faire comme planification d'architecture? En tant que tel, les serveurs nécessaires pour la collecte de données, la machine nécessaire à implanter dans le système, donc pouvoir avoir les besoins en termes d'architecture, donc besoin autant serveurs que de puces ou que logiciels qui vont se mettre à l'intérieur du véhicule. Par la suite, en quatrième lieu, on va y aller avec la formation et les tests. Donc, en tant que tel, il va falloir tester ce système-là avant de le mettre en bug. Il va falloir également former toutes les parties prenantes, donc autant les policiers, comment ce système fonctionne là, que vous à l'intérieur, que même les écoles de conduite. Donc, tous ceux qui ont besoin de toucher au système routier. Peut-être pas nécessairement l'usager principalement, parce que lui, en tant que tel, va avoir la machine. On peut l'informer sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que la machine collecte comme type de données selon vos besoins, principalement la vitesse, les arrêts fréquents et le nombre de kilomètres qui sont parcourus. Pour par la suite faire la mise en fonction, donc l'installation et la collecte des données. Donc là, c'est là qu'on commence la deuxième étape de l'intelligence d'affaires. Donc on collecte les données pour ensuite faire la transformation, donc la manipulation des données et la création des tableaux de bord. Donc justement, avec ces tableaux de bord, c'est vraiment une consolidation de toutes les données que l'on vient de recueillir. Puis avec ces tableaux de bord, on peut les représenter sous forme graphique, par exemple, ou encore sous forme de tableau. Puis, ce que ça permet, en fait, les tableaux de bord, il y avait des indicateurs de performance sur les tableaux de bord. Quelques indicateurs clés qui pourraient arriver, ce serait le temps au-dessus de la limite de vitesse, les arrêts brusques, par exemple, comme mon collègue en a parlé. Donc, en termes de coûts, naturellement, un projet comme ça implique plusieurs coûts. On a budgété un très gros budget qui implique, par exemple, d'énormes revenus en termes d'économie de pertes pour ce qui est de toutes les indemnisations. Donc, on parle ici au niveau des lois, pas loin d'1 million de dollars, donc pour faire approuver le projet en moins d'1 an. 5 millions pour tout ce qui est de la campagne marketing de commercialisation et de publicité. 2 millions en termes d'architecture, donc on implique beaucoup de serveurs, donc beaucoup de systèmes. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi pour la mise en ligne, donc l'implantation de chaque système dans les nouveaux véhicules. Donc de 2, 5 millions, donc 7 millions pour tout ce qui est infrastructure. 500 000 pour ce qui est de la formation, autant des policiers que formation à l'interne, que formation, comme je vous ai dit, de tous les usagers. Et finalement, 1 million pour ce qui est de la transformation des données, donc avec votre équipe de TI à l'intérieur au sein de votre organisation. Peut-être des nouvelles embauches qui vont être nécessaires aussi, tout dépendant présentement comment vous êtes structuré, pour un coût total de 16 500 000 avec une marge de manœuvre de 10 %, donc pour un budget total de 17 650 000. Donc évidemment, tout projet TI implique un lot de risques. Voici quelques risques que nous avons énumérés.
sont en fait divisables par un code de couleur, donc que ça ne répond pas à la sécurité. Puis à côté, nous avons mis comment nous pallierions en fait à cette situation. Donc, voici quelques facteurs de succès liés au projet. Tout d'abord, la diminution des décès, le changement des habitudes de conduire et la création d'informations de valeur qui va être très importante, justement, qui sont des succès pour le projet. Donc, en tant que tel, à long terme, on va vraiment aller rechercher avec le développement d'une prime verte pour ce qui est de la consommation, puis une réduction de la vitesse de la consommation d'essence pour vos usagers. Pour le mandat et à l'augmentation de la sécurité routière à long terme. Pour vous remercier, on était chaud. Question? Oui. On voit dans votre proposition qu'il y a quand même un budget de communication qui est important. Oui. Donc, comment vous voyez des enjeux d'acceptation sociale par rapport justement à forcer les jeunes à avoir dans leur véhicule une petite boîte noire? Mais justement, c'est pour ça, on savait évidemment qu'il allait y avoir une résistance, c'est très normal. C'est pour ça qu'on mettait d'ailleurs une prime et des récompenses justement pour la bonne conduite, pour qu'il y ait une meilleure acceptation, parce qu'évidemment, se faire imposer quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il y a une transition à faire, c'est sûr que c'est pas agréable. Donc, on met en quelque sorte une petite gâterie qui relie justement une bonne utilisation de la route. En même temps, ça permet à l'utilisateur de réduire certains frais sur son permis de conduire. Mais de votre côté, ça permet justement d'assurer une meilleure sécurité routière, en plus d'assurer une meilleure au niveau vert prime d'essence. Donc, c'est gagnant-gagnant-gagnant pour tout le monde. Si je comprends bien, la boîte est mise sur le véhicule en tant que tel. Pour cette catégorie d'âge où il y a beaucoup de permis, mais peu de possession de véhicules, utilisent le véhicule des parents ou des choses de genre, ce qui ferait que ces gens-là ne passeraient pas dans le mécanique. Il y aurait comme un double vitesse. Comment vous allez présenter ça à la population, qu'on pénalise, en guillemets, les gens de 16 à 24 qui ont un véhicule à leur nom, versus ceux qui n'ont pas de véhicule à leur nom, mais qui ont un permis de conduire. Ça fait comme deux clientèles d'une certaine façon. Comment vous allez le présenter, comment vous allez le gérer socialement? Je vais y aller. Tout d'abord, évidemment, c'était un enjeu qui était très important aussi. Nous, ce que nous allions proposer dans le futur, c'est justement faire des profils différents pour certaines personnes, justement, parce que c'est évidemment sûr qu'il y a plusieurs conducteurs sur un même véhicule, donc on ne peut pas accorder ça pour tout le monde. C'est pour ça que dans les solutions futures, après l'implantation, que le projet soit un succès, justement, on veut créer des profils différents par voiture pour les usagers différents qui utilisent le véhicule, parce que, évidemment, vous parlez du jeune, ça peut être la mère, le père qui ne conduisent pas de la même manière, donc c'est vrai que ça serait injuste sinon si tout le monde était sur le même profil, parce qu'on ne conduit évidemment pas de la même manière. Selon vous, est-ce que cette stratégie-là présente des enjeux d'éthique? La collecte d'informations, l'utilisation de l'information. Vous avez parlé des lois qui protègent les renseignements personnalisés. Est-ce qu'il y aurait des enjeux particuliers auxquels il faudrait être sensible? C'est sûr qu'à la base, il faut prendre en considération que ce système-là, il ne faut pas non plus finir avec la théorie, je ne sais pas si vous connaissez ça, du Big Brother, là, donc que le gouvernement ou l'État regarde partout sur tous. Donc en tant que tel, il ne faudrait pas que ça soit utilisé comme de façon punitive ou que la force de l'ordre à la base ou en général ait accès à ces données-là pour l'utiliser, pour retourner contre un de vos usagers. Donc à la base, au niveau éthique, ça serait super important de dire que la collecte de données sert principalement, comme mentionné, comme à votre valeur, donc soit de sauver des vies. Donc, à long terme, ça va pouvoir être implanté aussi dans les véhicules d'urgence. Donc, tous ces aspects-là. Donc, si on retourne sur l'aspect d'éthique, c'est vraiment pour aller directement en lien, en coordination avec votre valeur qui est de sauver des vies. Okay. Mais à ce moment-là, en complément, comment vous pensez que ça peut justement contribuer à diminuer des vies s'il n'y a pas la contrepartie punitive en bout de piste? C'est simplement l'ajustement des... On pense que les gens vont adopter de meilleurs comportements parce qu'ils sont surveillés, mais sans appui. Mais justement, c'est pour ça qu'on utilise plutôt la récompense pour récompenser les conducteurs qui respectent les codes de la loi, qui respectent la sécurité routière. Parce que c'est sûr que si c'était punitif, évidemment, il y avait une très grande résistance au changement qui est très comprenable. Il n'y a pas beaucoup de monde qui voudrait le système.
Donc, il faut y aller plutôt avec la carotte plutôt qu'avec le bâton dans ce système-là, si je peux utiliser l'expression. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est plus efficace que compenser les bons conducteurs que d'essayer de punir, que le monde va se cacher, puis que le monde ne veut pas le système parce que ça peut être contraignant pour eux. On voit dans plusieurs provinces, États comme Californie, Ontario, les véhicules autonomes. Donc, est-ce qu'il y a une date d'expiration sur ce type de technologie? Parce qu'on va avoir des véhicules intelligents qui respectent les lois, qui respectent les limites de vitesse. Est-ce qu'il y a une date d'expiration pour cet investissement? Bien, évidemment, c'est sûr que dans l'avenir, on espère avoir des véhicules intelligents. Justement, ça permet la réduction d'accidents encore plus, évidemment. Mais pour le moment, il y a beaucoup de législation, beaucoup de choses incertaines quant à la conduite des véhicules sans conducteur. On parle notamment à cause de la température, différents enjeux. Donc, ça va prendre beaucoup de temps avec l'adoption, par exemple, dans un climat rigoureux comme le Québec, se passe. Donc, à long terme également, il y a encore une fois l'aspect législatif. On voit en Californie, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires. Il y a des limites. Il faut quand même que les conducteurs. Merci. Voilà. Bon, petite pause.